Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre docteur Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux vous parler d'un organisme que j'aime beaucoup. Ils ne m'ont pas contacté pour une quelconque publicité. Je le fais vraiment avec mon cœur. Et je parle ici des Impatients. Les Impatients, qui est un organisme qui, à travers les années, a tenté de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Donc, ils offrent des ateliers de création qui favorisent les échanges avec la communauté et ainsi ils peuvent produire des œuvres d'art. Et il y a plusieurs lieux d'ateliers qui sont ouverts au Québec en collaboration avec des établissements du milieu de la santé. On compte plus de 21 points de service dans 13 villes au Québec qui accueillent environ 850 personnes par semaine. Donc, lesimpatients.ca, vous pouvez aller voir le site et c'est vraiment un très bel organisme qui travaille dur, qui travaille fort. Et à chaque année, eh bien, ils font une levée de fonds. C'est peut-être l'événement le plus important. Ça s'appelle Parle-moi d'amour, qui est un événement phare du milieu artistique. C'est vraiment la principale activité de financement de l'organisme Les Impatients. Et il s'agit d'un encan silencieux où sont présentées les créations de participantes aux ateliers. Et il y a aussi, mélangé à tout ça, des artistes de renom en art visuel et des dons provenant de collections privées. Et vous pouvez vous inscrire à cet encan en ligne. Vous pouvez choisir des œuvres et miser tout simplement. Et il y a parmi ces artistes de renom, il y a Caroline Monet, dont on a fait un épisode. Il y a aussi Myriam Dion et Yann Pocro, 3 invités qui sont venus ici au podcast. Alors, je vous encourage parce que ça se termine cette semaine. Alors, dépêchez-vous d'aller miser et en même temps, jetez un coup d'œil. Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres et il y en a à tous les prix. Il y en a que c'est très cher, d'autres moins accessibles, mais vous allez vraiment probablement y trouver quelque chose qui vous plaît. Alors, voilà pour les Impatients et pour la levée de fonds, Parle-moi d'amour. Parlant d'amour, il y a cet invité cette semaine que j'aime profondément et je parle ici de mon cher ami Jason Bajada. Jason Bajada baigne dès son plus jeune âge dans un monde où français et anglais cohabitent en symbiose. De son père, il tient l'amour du premier et de sa mère le second. Il poursuit son élan notoire à titre d'auteur, compositeur, interprète dans la langue de Shakespeare avec Crushed Grapes, un 8e album à paraître via audiogramme le 23 septembre 2022. Voici ma conversation avec Jason Bajada. N'empêche, hey, mais si on regarde ça comme ça, c'est quand la dernière fois que tu as fait du podcast? Hey, ça fait très longtemps. Ça fait 1 an et demi, j'ai pas sorti d'épisode. Je suis sur un break de podcast. Ça fait ben trop longtemps. Écoute, la semaine dernière, j'avais Guillaume Wagner. Je racontais justement à Guillaume, j'ai dit, dans toute mon aventure de podcast, j'ai 2 personnes importantes. Il y a Guillaume et il y a toi. Et les 2, vous en faites plus. Littéralement, Guillaume, il a arrêté. Ah oui? Il a arrêté d'en faire. Ben, tu sais, il y a eu. Pendant la pandémie, il a essayé encore un peu de lancer quelques trucs. Puis à un moment donné, il a fait. Puis il m'a dit carrément, il dit, man, c'est tellement de boulot. C'est tellement de travail à mettre en place, puis à se préparer. Puis il trouvait qu'il avait fait un peu le tour du truc. Puis il a fait, non, je passe à autre chose. C'est correct aussi, là. Il a le droit de faire ça. Il a fait quand même pas mal d'épisodes. Pas mal d'années, puis et lui, ben c'est lui qui m'avait initié pour la première fois à faire participer à ça, puis j'avais bien trippé. Après, il y a toi que j'écoutais et aussi que tu m'as donné de nombreux conseils, entre autres pour l'équipement, quoi faire, comment organiser mes trucs.
Et t'en fais plus? Comment ça? Ben, c'est drôle, tu dis que c'est beaucoup de travail, mais c'est pour Guillaume, j'imagine, parce qu'il filmait aussi, c'était super bien tourné. Ouais, c'était tourné. Truc. Puis moi, j'ai fait, je dirais, une dizaine d'épisodes filmés. J'ai un de mes chums qui me prêtait une caméra, là, je la déposais. Là, de s'occuper du visuel, puis de monter dans Final Cut, ça, c'est vraiment c'est un cauchemar. Puis c'est de là qu'il y a comme il y a des boîtes à podcast, il y a des endroits qui offrent le service, tu sais, que tu payes. Littéralement. C'est pas donné, par contre. Non, c'est ça, un certain montant. C'est là que tu vas chercher des commanditaires. Puis si c'était, je m'installe, puis il y a des caméras, puis c'est pas compliqué, puis c'est chez nous, ou c'est dans un studio quelconque, ça m'irait. Mais de tout faire moi-même, j'avoue que j'ai pas trippé tant sur l'expérience vidéo. Fait que je suis revenu à l'audio. L'audio, c'est pas si pire. Pour vrai, moi, je les laisse tel quel. Il n'y a pas même de montage à part mettre la tune du début. Mais la raison pourquoi je suis... En fait, je pense que j'ai eu un désintérêt. Ben, j'ai comme rencontré tous les gens que j'avais envie de rencontrer localement pour l'instant. Il y en avait encore quelques-uns. Après ça, j'ai trippé à faire de l'international avec des auteurs puis des gens... ça, c'était le fun. C'était super le fun. Puis j'ai rencontré certains même héros, là, des gens que j'avais comme mission un jour, j'aimerais parler à Thomas Chatterton Williams, que je voyais à Bill Maher, puis faire des entrevues avec Rolling Stone, puis tout. Puis quand il a accepté... j'étais aux anges. Écoute, j'étais vraiment emballé d'y parler, même que ça a passé beaucoup trop vite. Puis après, c'est ça, j'avais certaines personnes, tu sais, un neuroscientifique belge, en fait, un des tops au monde que j'avais entendu sur le podcast de Sam Harris. Puis lui avait accepté mon invitation. Fait que je voyais qu'à un moment donné, t'en as un, là, t'en as deux. Puis ça se peut, surtout avec Twitter, t'as comme accès à tous ces auteurs, ces philosophes, ces gens qui sont super intéressants à l'international. Ouais. Puis la pandémie, ben c'est ça nous permettait d'expérimenter. Au moins avec Zoom, tu peux enregistrer ton écran, puis tu pourrais à la limite faire un live to YouTube, puis ça serait bien moins de troubles de montage. Fait que c'est pas... je vais le recommencer un jour, le podcast. Je pense après le cycle d'album, j'aimerais ça le refaire. Là, je suis installé dans le nord, dans les Laurentides. Ça va être plus... je sais pas s'il y a des gens qui vont vouloir descendre, faire 1h15 de char pour venir le faire, mais s'ils veulent, ça va être disponible. Puis sinon, ben, via Zoom. Via Zoom, puis même, il y a une autre application dont j'oublie le nom qui est encore mieux que Zoom et avec Script. Anchor? Oui, non, pas Anchor, non, okay. J'oublie le nom, mais en tout cas, dernièrement, il paraît que c'est super bon pour faire justement des split screens puis tout ça. Mais là, oui, parlons-en un peu. Tu as quitté la grande ville. Tu l'as pas trop... T'en as parlé un peu, pas trop, quand même, publiquement. Comment ça se passe? T'es où, là, encore? C'est quoi le nom exact de la place? Le nom de la place, c'est Wentworth Nord. C'est exactement à 20 minutes de Morin Heights. Fait que quand tu arrives à Morin Heights, dans les Laurentides, qui est pas trop loin, à 5 minutes de Saint-Sauveur, tu piques dans le bois pendant 15-20 minutes. Puis on a un beau grand terrain de 7 acres. Sur le bord du lac Notre-Dame, écoute, c'est un paradis. Je viens pas souvent en ville, je vais t'avouer. Puis on est tellement bien. Ben c'est ça. Oui, mais t'es quand même un gars. Du moins avec le podcast, peut-être que les gens qui l'ont écouté peuvent se faire une semi-idée de t'es qui. Puis t'es un gars qui a plein d'intérêt dans plein de trucs. Puis qui est un curieux, qui semble avoir une vie sociale ultra active, en s'isolant un peu là-bas. Puis c'est un move pandémien, on s'entend. Ouais, c'est un move familial aussi. J'ai nouvellement un fiston de 5 mois. Fait que c'est sûr que... Puis ma copine, elle vient de la Rive-Sud. Moi, je viens de la Rive-Nord. Je viens de ce coin-là, de Saint-Sauveur. Puis c'est comme un peu un retour. Puis maintenant aussi, tout est possible à distance. C'est vrai que la pandémie, elle a accéléré ça. Là, tu vois, je me retrouve en ville aujourd'hui, puis je marche beaucoup. On dirait que je retrouve je me sens bien aussi à Montréal. Je me sens super bien. Le côté social, je te dirais que je suis quelqu'un de très rassembleur. J'adore recevoir. Puis pendant 15 ans d'habiter en ville, j'ai pas pu recevoir chez nous. J'habitais dans un 2,5. Puis, tu sais, après 2-3 chums, on écoute la game, puis c'est pas mal ça. Je pouvais pas faire des soupers puis recevoir des gens. Fait que je m'invitais chez les gens, puis je leur offrais de faire à souper. Avec ma copine. On s'en vient chez vous, puis on fait un souper, puis on était très réguliers, voir certains amis. On faisait des potlucks, je te dirais, une fois par semaine. Puis, fait que oui, il y a un côté social, mais j'ai un côté aussi enfant unique que j'ai grandi dans les années...
80-90 à jouer avec mes bonhommes de lutte tout seul pendant 5 heures dans le sous-sol. Puis c'était it's all good. Là. Je suis capable de m'occuper. Je suis capable, surtout, comme tu sais très bien, j'ai eu cette passion pour la crypto et les NFT pendant un an et demi pendant la pandémie. Puis ça, j'étais capable de passer 10 heures devant YouTube, Twitter, trader. J'ai vraiment découvert comme... Tu sais, je voyais pas le temps passer. Là. Ça filait. Fait que je suis capable d'être un loner aussi. Je suis très, très bon pour être loner avec des bouquins. Puis on n'a plus ce problème de s'emmerder dans la vie. Il y a tellement de stimulation. Il y en a qui réussissent quand même à trouver le tour de dire qu'ils s'emmerdent. Ça m'impressionne toujours un peu. Ouais, ça, je me souviens plus la dernière fois que j'ai été bored. J'ai ma liste sur mon calendrier, là, j'ai une liste de trucs à accomplir dans la journée. C'est aussi simple que lire 1 heure ou au moins lire une couple de chapitres, faire de la méditation, me brosser les dents. J'ai un checklist même avec les choses les plus banales. Puis j'accomplis jamais 100% des tâches. Fait que si j'en accomplis 70%, j'ai réussi. C'est ça, c'est déjà un miracle. Là. Mais écoute, déjà, peut-être mettre une petite mise en contexte de notre relation qui est justement un peu étrange parce que au cours de la dernière année et demie, 2 ans presque, t'es une des personnes avec qui j'échange le plus, quotidiennement presque. Vraiment, on s'envoie des textos souvent. C'est plus moi. Ouais, toi, mais moi aussi, je réponds quand j'ai le temps de ça. Puis tu fais partie beaucoup de ma vie de tous les jours. Et pourtant, aujourd'hui, c'est seulement la 2e fois qu'on se rencontre en personne. Ça, c'est drôle. Puis j'ai dit ça à ma blonde il y a 2-3 semaines, mais quand je te l'ai même texté, en fait, j'ai l'impression de comme je t'aime, man, j'ai un bromance, puis j'ai l'impression que t'es quelqu'un d'important dans ma vie, puis là, mais non, je l'ai juste vu une fois, c'est bien bizarre au mois de novembre. Puis ça, c'était drôle aussi, parce que les deux, on a fait, je pense, puis ça, c'est novembre l'année passée, puis on a fait, hey, peut-être que ça serait temps qu'on aille manger, jaser, ça, voir. Puis c'est toujours, puis expliquons la relation, c'est des partages d'articles, des partages de vidéos, des affaires qui nous font triper, puis qu'on aime les deux, puis tu sais, puis on échange là-dessus, puis c'est super cool, puis moi, combien de fois je t'ai lancé, quand j'ai parti le podcast, je disais, qu'est-ce que tu penses du titre, on échangeait, puis c'est super le fun, puis et là, quand tu étais venu, on est allé manger, on a discuté, puis finalement, c'était super le fun, super simple. C'était assez drôle de développer des nouvelles amitiés à nos âges respectifs comme ça, puis surtout digitalement, ça, j'avoue que c'est une bonne première pour moi. Première, il y a toi, puis il y a l'humoriste David Bocage aussi, avec qui, je pense, on a fait de la correspondance pendant 5 ans, puis on s'est rencontrés pour la première fois pour le podcast. T'sais. Mais moi, à la base, c'est que j'avais un crush sur je déteste Facebook, puis il y a comme peut-être 3 ou 4 personnes qui shine dans ce réseau social-là. Et puis, toi, t'en étais une de ces personnes-là que, je te connaissais professionnellement grâce à ton travail, qui est sublime d'ailleurs. Puis après, de voir ta vie familiale, il y a quelque chose, il y a comme une zone de ton cerveau qui t'as l'air tout le temps à challenger puis à pousser l'enveloppe. Ouais. Je me souviens plus comment ça s'appelait, le truc de rythme que tu faisais. Konokol. Moi, mes cours de Konokol, percussion indienne vocale. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de voir quand, je scroll. OK, ça me parle. Ah ouais. Puis j'aimerais ça que les gens poussent leurs limites des talents. Puis c'est souvent ça, en fait, qui colle avec les gens aussi, ce qui devient... les gens sont touchés par des gens qui se surpassent ou qui présentent une forme d'art ou une technique ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Puis je trouve ça ultra inspirant. Puis ça faisait, je pense, 3, 4, 5, 10 fois, à chaque fois que c'était tout le temps fait... avec grâce et bon goût. Et t'es bien fin, ça fait en sorte que moi, j'ai l'impression qu'il faut que je connaisse cette personne-là. Et c'était simple comme ça. There you go! J'aime ça. Puis ça fait, écoute, moi, j'adore nos échanges, puis j'adore aussi tout ce que tu m'as appris aussi dans les derniers temps. Mais au-delà de tout ça, de notre amitié, il y a quand même un sujet qui est assez cool. C'est la venue de nouveaux disques. Et ça, je trouve ça... Moi, tu sais, dans la vie, j'adore faire des concerts. Ça, je l'ai dit souvent. J'adore faire des concerts. J'adore me préparer pour les concerts. Faire des disques, c'est parmi les choses que j'aime le plus de tout dans le monde.
Toi, t'en es aujourd'hui à ton 7e? 8e. 8e, pardon. Ouais. 8e, officiellement, qui sort le 23. Ben, en tout cas, nous, quand on va sortir l'épisode, c'est quelques jours après la sortie officielle, sous l'étiquette Audiogramme, qui va s'appeler Crushed Grapes. Et on pourrait peut-être un peu creuser là-dedans. Je suis un peu... écoute, moi, j'ai écouté le disque sans te poser aucune question. Tu sais, tu me l'avais envoyé un peu en avance. Je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai adoré. Mais... si toi, tu avais pitché ton disque à quelqu'un puis expliqué un peu c'est où que ça s'en allait, après, moi, je vais te dire un peu comment je l'ai perçu. Je vais te dire ma version, mais moi, je suis curieux de savoir un peu, toi, qu'est-ce que tu as essayé de faire cette fois-ci avec ce projet-là? OK, bon, pour ceux qui me connaissent, je fais de la musique quand j'étais un peu devenu, pas devenu, mais je suis la caricature du sad bastard music, Rob Gordon, High Fidelity. J'aime écrire des chansons tristes. J'ai fait carrière je dis toujours, je paye le loyer avec mes émotions, puis ça me fascine. J'ai des albums, en fait, comme Love Shit, c'est des documents sur une relation amoureuse. C'est des albums thèmes, ou en tout cas concept, si on veut. Le dernier disque, c'est un album double qui s'est fait... j'avais déjà toutes les tunes décrites, les 20 chansons en version maquette, arrangement, tout le kit. J'avais mis les drums, les basses, les synths, les vocales. Tout était déjà fait, en fait, quand je l'ai amené à Phil Brault. Puis finalement, lui, il a comme amené cette direction. OK, on prend toutes ces 20 tunes-là, on prend à peu près 50% ou 70% même du stock que tu as fait chez vous, dans ton appartement. Puis après ça, on va juste remplacer les drums, on va remplacer des basses avec des vrais tones, puis on va reamper des choses, mais on va quand même garder tous les trucs que tu as fait in-box, comme on dit. Peux-tu demander pourquoi il est allé dans cette direction-là? Mais parce que je voulais faire un album double, puis j'ai peut-être pas le budget de Beyoncé, fait que... OK, je comprends. Il s'est dit, bon, ben, on va prendre... Tu sais, c'est déjà, ça sonne bien, ce que tu fais, puis on va juste partir de là, puis ces 20 tunes-là étaient prêtes lors de la sortie de l'album précédent. Fait que moi, j'étais tout le temps celui qui sortait un album, puis je trouvais ça donc long, les compagnies de disques, de « OK, la mise en marché, c'est là, on va sortir un single, ça prend du temps. » Puis j'ai déjà un album de prêt pour le prochain, comme c'est donc bien long. Puis j'écrivais, c'était mon quotidien. Puis, après, en fait, Love Shit 2, Blondie and the Backstabbers, le dernier album qui est sorti en 2017, c'est la première fois que j'avais un album, j'avais pas de tunes pour le prochain, puis je les aimais tellement, ces tunes-là. C'était mon disque préféré. C'était un disque qui se jouait du début à la fin, live. Je pouvais choisir dans les 20 tunes, puis juste que je sois en band ou que je sois en solo acoustique avec une guitare autour d'un feu de camp, les tunes, ils marchaient. Puis c'est ça que, des fois, on se perd en studio, on fait des disques qui... Ah shit, je sais même pas comment je vais jouer ça live. Mais l'album double de 2017... Je le répète, c'était un album qui... Ces tunes-là, de un, ça venait d'un endroit très, très, très fragile. J'étais au bord du gouffre. C'est vraiment des chansons... Il y en a beaucoup de chansons extrêmement tristes. Puis c'était une période très dark de ma vie. Mais je les ai filés pendant 5 ans. Je les file encore. Quand je les joue, je trippe sur cet album-là, de le performer, de le jouer. Puis là, arrive... en fait, le beau temps où que je suis sorti du gouffre, j'ai fait de la méditation, j'ai fait des thérapies, j'ai fait plein de choses, j'ai remis ma vie sur pied, j'ai réappris à marcher, puis à refaire des nouvelles amitiés, à tout me rebâtir finalement. Et puis, je me suis retrouvé aux îles de la Madeleine en 2018 à faire du moche pour la première fois, puis j'avais pas de tune. Puis... pendant ce mois-là que j'étais aux îles, j'ai écrit la première chanson de l'album qui s'appelle Snake. Fait que j'ai commencé l'écriture du disque, finalement. Puis je voulais juste écrire des tunes. Puis j'ai mon très cher ami Matt Olubowski qui est venu me rejoindre pendant une semaine aux îles de la Madeleine. Puis il me dit « T'es-tu en train d'écrire? » J'ai dit « Oui, j'ai quelques chansons. Je vais t'en jouer si tu veux. » Puis je lui ai joué... je me souviens plus lesquels, mais je me souviens que je lui ai joué Snake, puis il m'a juste dit ça, c'est ma tune préférée de Jason Bajada que j'ai entendu. C'est This is Amazing, j'aurais aimé ça de l'écrire. Tu sais, ça, c'est comme le plus grand compliment. Comme, moi, je sais quand je suis jaloux d'une chanson, j'aurais aimé l'écrire. Voyons donc, j'ai pas écrit ça, c'est malade. Mais là, il venait de me faire ce compliment-là, puis je sentais que
j'étais finalement sur une voie de OK, là, je peux commencer à écrire J'avais pas de tune, puis là, j'en ai une. Puis j'en ai deux, puis j'en ai trois. Et puis, c'est ça. Contrairement aux autres disques qui se faisaient en une shot, mettons comme en 1 semaine, 2 semaines, 10 jours en studio, ce disque-là, il est venu plus d'une rencontre avec Connor Seidel, qui est le co-réalisateur, en fait, qui est aussi le réalisateur de Charlotte Cardin, puis Matt Lubowski, puis toute cette gang-là. Super talentueux, jeune, incroyable, très bon ami maintenant. On a eu un coup de foudre, on s'est jasé, on s'est dit on devrait faire une toune. On a fait une toune au studio de Louis-Jean, le studio d'Endurant, et puis c'était la chanson Snake. J'ai dit ça, c'est ma chanson, je pense, la plus forte dans Batch. Faisons une chanson, voir comment ça se passe. Puis au pire, j'aurai un single, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère des... Tu sais, après avoir fait le Bucket List Double Album, je me suis dit, là, je peux faire ce que ça me dérange pas. Je peux sortir une tonne à la fois, puis ça va aller. Mais en faisant cette chanson-là, on a réalisé qu'on voulait travailler ensemble. Ah oui. Et puis, on a fait ensuite un autre 4. Fait que là, il y avait 5 tunes. On s'est dit que ça pouvait être un EP. 1 an plus tard, on a fait 2 autres tunes. Puis, il n'y avait pas de presse. Puis c'est la première fois que je n'étais pas pressé. Mm-hmm. Puis, je sentais pas... J'en ai fait, là, j'ai fait 3 disques en 2 ans. Puis là, il y a vraiment no rush. Puis en plus de ne pas avoir de rush, mais là, on est en 2018-2019. Puis comme j'ai écrit la dernière chanson, la pandémie est arrivée. Puis là, il n'y avait vraiment pas de rush. Puis c'est ça. J'avais plus tous mes œufs dans le même panier. J'ai une nouvelle relation. J'ai un projet, on a acheté un terrain. Je suis tombé dans le monde de la crypto et les NFT. J'ai juste comme... J'ai vécu ma vie, puis j'avais ces tunes-là dont j'étais fier, mais que j'étais pas pressé à sortir, nécessairement. Puis ça faisait du bien. Puis je me suis dit, ça va sortir quand ça sort. Puis c'était censé sortir en 2021. Finalement, début 2022, la naissance de mon fils, on a repoussé ça à là, septembre. Mm-hmm. Fait que ça a été repoussé. J'ai pris mon temps. Il n'y avait aucun rush. Et puis, le coup de foudre que j'ai eu avec Connor Seidel, ben, ça nous a permis, dans ses temps de libre à lui, parce qu'il est très occupé, qu'on fasse un disque plutôt le contraire de l'album double, en fait, un album de 9 chansons, très court, c'est 9 tunes, c'était le meilleur matériel que j'avais. Puis, parce que tu as déjà fait des albums beaucoup plus... On l'a enrobé, en fait. On lui a tout donné l'amour. Puis c'est la première fois que je travaille avec tant de strings que ça, peut-être. Puis d'orchestration. Puis c'est ça. On est juste allé, on a beurré épais la réalisation. On partait de zéro. Contrairement à l'autre album où on partait avec mes maquettes beaucoup. Oui. Mais c'est drôle que... Elles sont longues, mes réponses, hein? Non, mais puis, tu sais, tantôt, tu parlais, ça, c'était un album qui était un peu plus dans de la douleur, ça allait pas bien. Et celui-là, il y a quand même tout ce que tu énumères depuis tantôt. Le temps, premièrement. Le temps, prendre le temps, des changements de vie, tout ça. C'est vraiment un album, on dirait, qui a été construit dans la construction de soi-même un peu, là. C'est un peu une remise à jour de tout, enlever ce qui est pas bon, négatif, essayer de prendre plus au positif. Et il y a quelque chose aussi que, oui, tu dis, t'aimes bien faire des chansons tristes. Je me sentais pas si triste que ça non plus en l'écoutant. Ben non, c'est ça. Il y a tout le temps une lueur d'espoir, puis il y a des... c'est des chansons, en fait, qui... C'est comme le passage. C'est un album un peu salade de fruits, mais c'est un album qui... les textes, c'est beaucoup de... Le classe en anglais, c'est « Don't be so hard on yourself ». Puis c'est comme... C'est ça, c'est d'arrêter de... J'avais quand même tendance, puis c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup dans la vie, mais j'avais tendance un peu à jouer le drame de la victime avec des chansons, puis c'est un peu ça, on amplifie toujours, c'est ça qui est beau de la romance, puis de la musique, puis de l'art. Ceci étant dit, c'est le fun aussi de faire comme une leçon que tu apprends, il n'y a personne qui te doit rien dans la vie, puis que tu es sur tes 2 pattes, ça va bien, on vit une époque extraordinaire, tu peux faire de la musique avec des gens que t'aimes, puis dans mes sessions de thérapie, souvent, la phrase qui est revenue souvent, encore et encore, à chaque fois, c'est « Don't be so hard on yourself ». T'es très dur envers toi-même. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Fait que c'est ça, c'était comme un peu de naviguer « Sois pas trop dur avec toi-même ». Je sais pas si c'est ça la phrase en français. Oui, non, exactement. Puis aussi d'avoir une responsabilité, puis de pas...
c'est pas à cause de quelqu'un que t'as de la peine, tu sais, il y a quelque chose derrière ça, il y a quelque chose que ça recule jusqu'en enfance, ça recule avec une altercation dans le cours d'école, ça recule à plein de choses différentes, puis ces réalisations-là te permettent de respirer un peu mieux, mêlées à la méditation, puis tout ça. Fait que c'est un album, je pense, qui est moins urgent, puis l'urgence, c'est vraiment magnifique en musique, j'adore ça, mais c'est le fun aussi d'avoir un album qui est juste posé, puis qu'on est bien. Puis c'est ça. Pas que j'ai essayé de faire, mais qui en est sorti. Mais c'est aussi que les albums souvent représentent justement des étapes de la vie dans lesquelles on est. Je trouve ça drôle quand tu dis, pas drôle, mais je trouve ça cool quand même quand tu dis, tu sais, l'album d'avant, je suis encore content d'aller refaire un tour là-dedans. Je suis encore content de les reprendre, ces chansons-là. Mais quand tu les reprends, est-ce que c'est un peu jouer la comédie, se remettre dans le personnage d'avant, ou tu t'assumes qu'est-ce que t'es là, puis tu regardes ça avec un peu de nostalgie, un petit sourire au coin de bouche, ok, j'étais comme ça, maintenant je suis rendu ailleurs, je me sens mieux. Parce que moi, tu sais, moi je suis un interprète, j'écris rien, j'écris pas de musique. Moi, quand je joue de la musique, je suis tellement focusé sur le texte, à respecter, à donner le mieux de ce que je peux, en tout cas du moins pour ça. Puis vous êtes dans vos bébites tout le temps, tu sais, même en tournée. Puis là, tu vas ressortir, même, on dit l'album d'avant, des fois tu dois ressortir des trucs encore plus loin dans des sets ou tout ça. Donc là, et ces chansons-là, ils évoluent peut-être dans ta tête, mais ils évoluent pas nécessairement dans le propos. Le propos, il est fixe, les paroles sont là, à moins que tu changes des choses. Mais comment tu abordes ça, justement? Tu vas jouer dans des vieux trucs, tu réussis à te distancer? C'est rendu là du moment où la toune est en disquée, puis it's out there. Ben oui. C'est un cover rendu là. C'est une reprise. Il y a un... C'est comme embarquer dans ta voiture, puis t'es rendu à la lumière, puis tu te souviens même pas d'avoir mis ta ceinture de sécurité. C'est comme si c'était juste seconde nature. Puis ça, c'est aussi très dangereux parce que des fois, tu finis une chanson sur scène, tu as les applaudissements, puis tu te dis, je me souviens même plus de l'avoir joué. Je l'ai juste comme... Elle est sortie. Went through the motions. Puis ça, il faut que je me rappelle des fois. Puis je me souviens, dans le temps, j'avais joué avec Martha Wainwright au Metropolis. Puis j'étais sur le côté du stage, puis je la voyais chanter sa tune Bloody Motherfucking Asshole, le titre de la chanson, qui est à propos de son père. Et puis elle chantait avec tant d'émotion, c'était chargé, puis c'est une vieille tune. Puis ça m'a donné une claque en pleine face à quel point, comme, wow, attends une minute, elle apprend ça au sérieux encore, puis ça doit faire 4000 fois qu'elle la chante, la tune. Ah oui, incapable. Toi, tu te souviens, tu sais, on dirait que t'as perdu peut-être l'émotion, t'as perdu un peu ce channel-là. Puis, tu sais, un de mes plus grands héros dans la vie, c'est Tom Waits. Puis Tom Waits, c'est un family man. C'est un gars super simple qui va faire du camping avec ses enfants. Ses enfants sont sur le stage avec lui. Ils les amènent jouer en plus. Mais tu sais, c'est un grand acteur. Puis, il y a 3 voix différentes. Puis, quand il chante une tune, il la fait pas à moitié, Tom Waits. Je veux dire, même des fois, il fait pas de tournée. Il fait souvent pas de tournée. Puis quand il décide de faire quelque chose, c'est meaningful. Fait que, tu sais, souvent, c'est juste de se le rappeler aussi, de vivre le moment présent, qui rentre là-dedans. Il y a des gens aussi qui veulent entendre cette chanson-là, puis qui... C'est pas facile à faire, mais il y a des fois comme ça, que ce soit avec Martha, en écoutant du Tom Waits. J'ai un de mes amis aussi, qui est auteur-compositeur, puis lui, il reprend mes chansons. Des fois, on est dans une soirée, puis il va jouer une de mes tunes. Il dit ça, c'est une de mes tunes préférées. Il va me jouer 10 Days in Miami, qui est une vieille chanson de Love Shit, le premier. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est comme t'as joué mieux que moi. Tu sais, je me souviens même plus comment la jouer, mais comme ça, puis t'as feel, puis c'est beau. Puis après ça, moi, je me donne un challenge de revisite tes chansons, mais prends ça au sérieux. Là. C'est pas juste les accords, la mélodie. Il y a vraiment de quoi que quand tu l'as écrit, puis tu l'as recordé, t'étais excité, t'avais la chair de poule, mais il faut que tu retrouves ça, puis c'est un travail à chaque fois. Puis étant quelqu'un qui vient du monde des cover gigs, parce que Dieu sait, j'en ai fait des milliers. Ça, je savais pas de toi, par exemple. Ouais, c'est mon école, en fait, de scène.
c'est les pubs irlandais, c'est les restaurants Saint-Sauveur, c'est le parc aquatique, c'est le centre de ski, c'est le... C'était ton école de musique, ça? Moi, c'est mon école de jouer devant du monde, avec pas de moniteur, puis tu t'entends à moitié, mais let's go, 1, 2, 3, 4, les Ramones avec un band. C'était ça mon école, puis des fois 3 gigs dans la même journée. Tu sais, de jouer en après-midi pour le centre de ski. Après ça, aller jouer dans un resto acoustique très folk pour des personnes âgées qui mangent, de 5 à 9, mettons. Puis après ça, aller jouer dans le bar avec ton band de 10h jusqu'à 3h du matin. Puis t'as 3 gigs dans la journée, puis tu te souviens pas. Comme, attends, Karma Police, l'ai-tu joué? Non, je l'ai joué 2 fois, il m'en reste... OK, non, ce soir, je l'ai pas joué ce soir, je l'ai joué cet après-midi. Tu sais, comme... Les setlists que tu dois te faire, puis tout. Tu y pensais plus, rendu là, tu sais, tu peux pas commencer à filer à chaque fois tes 3 sets de 45 minutes non. Parce que t'allais, tu sais, c'était un soul sucker déjà en partant. Fait que mon école, c'était là, mais il fallait pas que j'amène cette spirit-là à mon show live de mes tunes à moi que j'ai écrit puis que j'ai peaufiné. Fait que c'est tout le temps ça, là, de retrouver, juste avant le show, de se rappeler à quel point que il faut rendre justice à ces chansons-là. T'es pas en train de chanter Wonderwall pour mais ça, écoute, j'en reviens pas que t'as fait ça avant toutes ces gigs-là, mais ça veut dire regarde, fais un petit voyage en arrière parce que t'as écrit des chansons en français, t'as écrit des chansons en anglais. En fait, tu fais les deux. Tu fais littéralement les deux. Ouais, là, c'était l'autre. L'ordre était contraire, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai commencé en anglais. Oui, t'as commencé. Ouais. Et après, t'avais fait un album en français, 2, puis après, t'es revenu en anglais. Tu sais, tu te promènes un peu là-dedans. Je t'ai jamais demandé même le résumé de c'est quoi exactement. Tu sais, j'ai quelques réponses, mais peux-tu me donner un peu ça? C'est qui parle anglais? C'est qui parle anglais? C'est français dans ta famille? Comment ça s'est bâti, tout ça, là? Tout le monde parle français. Puis ma mère est anglophone. Ben, en fait, elle est bilingue. Ouais. Mais son père est anglophone. Sa mère était bilingue aussi. Okay. Mais toute sa famille, c'est beaucoup des gens du West Island, puis de la Californie. Fait que tout le côté anglophone est là. Fait que à la naissance, en fait, dès que je pouvais parler jusqu'à l'âge de... J'imagine, à la garderie... ma vie était beaucoup en anglais parce que mon père, il y avait sa famille qui était plus franco, mais du coup, on était souvent dans la famille de ma mère qui était très anglophone. La culture se faisait beaucoup en anglais aussi, là, naturellement. Là, c'était Sesame Street, puis Mr. Rogers, puis tout ça. Il y avait Passe-Partout aussi, mais souvent, la musique, les cours de piano, tout était plus en anglais. J'avais mes voisins aussi, c'était mes meilleurs amis. C'était juste comme une loterie géographique, mais mes amis d'à côté, c'était 2 enfants anglophones juifs. Fait que c'était une famille juive, anglo. Fait que je débarquais là-bas, puis ça parlait pas vraiment français. Ouais. Fait que c'est ça, tout le côté à la maison, les premières années de ma vie, ça se faisait en anglais. Puis mes parents ont fait un pacte de si notre enfant parle plus majoritairement en anglais, on l'envoie à l'école en français. Puis s'il parle majoritairement en français, on va l'envoyer à l'école en anglais, l'inverse. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que je suis allé à l'école en français parce que je parlais juste en anglais à la maison, la culture, tout ça, ce que je viens d'énumérer. Puis la musique, t'as dit, t'as eu des cours de piano quand t'étais jeune. Ouais. La guitare est arrivée quand, elle? La guitare est arrivée quand, après les 3 ans de cours de piano de 9 à 12 ans que j'ai fait, j'écoutais Musique Plus, puis j'ai réalisé que des cours de piano que je faisais qui étaient un peu classiques, doigtés, j'avais dit à ma prof de piano que je voulais faire ce que Axl Rose faisait. Moi, je voulais jouer November Rain. Je voulais jouer ce que Elton John ou Tori Amos. Puis c'est là qu'elle a compris. J'étais pas capable de l'expliquer, mais à un moment donné, je l'ai juste vulgarisé comme ça. J'ai dit, écoute, moi, je veux être Axl Rose sur un stage. Puis lui, ce qu'il fait au piano, c'est pas... Elle dit, OK, tu veux faire des accords puis chanter, je comprends. Fait que là, on faisait moitié le cours, tranquillement, pas vite, elle me montrait de la pop. Okay. Puis c'est ça, un moment donné, mon père, il grattait un peu de guitare, il apprenait des tunes, amateurs comme ça. Puis il y avait des amis qui débarquaient chez eux des fois, puis eux étaient meilleurs que lui. Puis ils jouaient des tunes
Def Leppard, puis tout ce qui jouait, John Mellencamp, puis des affaires qui jouaient à radio, au final, à Chaume FM, puis du Bon Jovi, you name it, là, Pearl Jam, je sais pas. Musique de l'époque, là. Puis moi, je voyais ça, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire, je veux être capable de... Puis un piano, c'est pas facile à charrier. Fait que mon père, il m'a dit, ben si tu veux jouer de la guitare, ça va te prendre une guitare. Puis automatiquement, petit gars adolescent de 13 ans, tous tes amis à l'école, ils ont des Strat avec des pédales de distorsion ou des amplis PV. Puis mon père a dit, non, tu vas pas avoir de guitare électrique. Je t'achète pas de pédales avant que tu sais même pas comment jouer de la guitare encore. C'est pas le temps de faire des effets, là. Fait que c'est ça. Tous tes chums là, qui jouent de la guitare électrique, qui font des riffs de Hendrix, puis tout ça, là, qui sont pas capables même de s'accompagner de jouer une tune, ils vont tous dans 6 mois abandonner. Il est assez cocky, mon père, là, pour ça. Puis, fait qu'il m'a donné sa grosse guitare country, acoustique, jumbo, qui faisait mal aux doigts. Puis il a dit, c'est sur ça que tu vas apprendre à jouer de la guitare. Les grosses cordes bien tendues. Ouais, c'est comme les Jumbo Gibson J200, mais c'est une imitation Aria que lui avait acheté quand il avait 17 ans. Puis c'est une guitare formidable. À ce jour, il y a des gens qui jouent dessus, ils n'en reviennent pas. Mais cette guitare-là est magique. Mais à l'époque, quand t'es kid, puis t'arrives à l'école avec ta grosse guitare avec des étoiles country dessus, c'est malade. C'est pas super cool. Tout le monde est en train de faire des riffs de Rage Against the Machine, puis de Red Hot Chili Peppers, puis tout est là avec ton sol, là, tu sais. Fait que c'est un peu drôle quand même. Ce que tu veux jouer avec ça, c'est pas... Heureusement, en 94, je pense, il y a l'album de Nirvana Unplugged qui est arrivé. Qui a marqué tout le monde. Qui a marqué une génération, puis qui a... C'était juste... J'y pense maintenant, j'ai un peu des frissons, mais c'est à ce moment-là où, tu sais, tous mes chums qui faisaient de la grosse distorsion, mais tout le monde collectivement, on a réalisé que Kurt Cobain, il y en a qui le savaient déjà, mais que c'était un songwriter, puis t'avais pas besoin de tous les effets et la distorsion, puis les tunes étaient là, puis les covers qu'il faisait de Bowie, etc., Meat Puppets. Fait que là, soudainement, ma guitare acoustique, tu sais, country, ben c'était ce playground-là était parfait pour moi, d'apprendre le toolbox à Kurt Cobain, comment il écrivait ses tunes avant d'aller dans le local de répète avec des distorsions, puis des gros amplis, puis du gros bruit. Fait que ça m'a permis de tout apprendre cet album-là. En même temps, en parallèle, tous les papas des années 90 avaient le disque d'Eric Clapton Unplugged. Mon père inclus. Puis c'était l'époque de tout le monde faisait un album Unplugged. Fait que là, t'avais même Pearl Jam qui arrivait avec un album Unplugged, Alanis Morissette, comme You Name It, R.E.M., tout le monde sortait des disques. C'est devenu une mode. Ouais. C'était comme, il y avait le Live Unplugged MTV qui souvent vendait plus, puis que les gens étaient plus intéressés par ça. Fait que... Mais je pense que c'était pratique, la gueule. C'est peut-être ça, en fait, t'as raison, le côté épuré, tout d'un coup, que le texte devenait vraiment la vedette avec le Unplugged. C'était peut-être ça un peu. Pourquoi, comme tu disais, que ça devenait plus populaire, en fait, ces concerts-là? On entendait les tunes, au final. C'était un peu boomer de ma part de dire ça, mais on entendait les tunes. Puis, il y a un album aussi que, j'entends pas beaucoup de gens parler de ce band-là, mais... La petite famille anglo qui habitait à côté de chez nous, la maman de la famille, elle, était rock, puis elle achetait des disques. C'était une famille qui avait beaucoup d'argent, puis elle arrivait tout le temps avec une pile de Music World de 20 CD. Puis c'était cool, c'était la maman cool là, qui arrivait avec toutes les nouveautés là, qui sortaient. Okay. Autant Nirvana que Sonic Youth, que Tracy Chapman, que c'était vraiment, elle achetait tout ce qui était... Bon, le top 20, là, je le ramasse au complet, je l'amène à la maison. C'était une famille comme ça, puis ça allait bien. Puis moi, je profitais de ça, je baignais là-dedans, puis blastais la musique fort. Puis il y avait un disque qui est apparu en 94, 93, 94, qui s'appelait August and Everything After, des Counting Crows. Ouais. Puis ce disque-là, tu sais, quand t'es ado, tu connais pas encore Van Morrison, puis Bob Dylan, puis Elvis Costello, puis toutes les légendes du songwriting. Mais ce disque-là a ouvert la porte à toute cette... Adam Duritz et Counting Crows faisaient du Van Morrison, Bob Dylan par la bande, puis les textes étaient tellement poétiques. Puis contrairement aux albums des années 90 où il y avait tout le temps 10 tunes qui brassaient et 2 ballades, eux, c'était le contraire. Fait que t'avais 10 ballades ou 10 tunes introspectives très poétiques, puis 2 tunes plus rythmées, dont Mr. Jones, qui était comme, ils ont vendu 25 millions d'albums. Fait que ce disque-là, moi, il m'a marqué
tous mes chums jouaient du Rage, puis des affaires qui brassaient parce que c'était ça qu'il fallait faire quand t'étais ado. Pendant ce temps-là, moi, j'apprenais des tunes de Counting Crows, Sullivan Street, puis Raining in Baltimore. Mais t'as tellement raison, c'est vrai qu'il est rarement cité. C'est T-Bone Burnett qui a réalisé ça. C'est un disque formidable, mais c'est comme pas cool de mentionner Counting Crows. Tu viens de le mentionner. Moi, je trouve ça quand même... je l'assume pleinement, je l'assume. Et là, donc, toute cette période-là, t'as appris la musique à ta façon, je dis dans le sens que t'as quelqu'un qui t'a un peu enseigné la guitare ou t'as gossé... Mon père, il m'a montré le mi, le ré, puis le la. Puis après, t'as fait ton chemin, ton bord. Puis après, c'est ça, écoute, tout était... Les étoiles étaient alignées. Là, je réalise avec Nirvana, avec tout le côté acoustique, cette guitare-là, puis l'arrivée des sites web avec les tablatures. Fait que, veux pas, soudainement, il y a un GeoCities fan page de Counting Crows, puis de Nirvana, puis de Queen, ou je sais pas, n'importe quoi. Puis là, tu pouvais comme, OK, là, j'ai les accords devant moi, j'ai même pas besoin de... Du gros bonbon, là, t'avais pas besoin de gosser pour trouver. Oui, voyons donc, il y a un site web, il y a quelqu'un qui est chez eux, qui a tout uploadé, ce que lui pense, c'est les accords, puis qui a retranscrit les paroles que nous, on pognait phonétiquement. Ça, c'était incroyable quand même. On a quand même connu ça, là. Ben oui. Gosser, puis tu sais, dire un mot tout croche. Écoute, encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent à la radio, il va y avoir une toune qui a marqué, je sais pas, mon enfance, whatever, puis là, je l'écoute, puis là, je me mets à fredonner, puis je me dis, OK, je dis n'importe quoi en ce moment. N'importe quoi. Mais ça sonne pas pire. Mais j'ai fait du cover pendant très longtemps, fait que j'en ai faké là, des paroles de Smashing Pumpkins puis des Pixies. Là, Pixies, ça, j'avoue que c'est tough des fois. Puis là, après ça, est-ce que tu allais étudier en musique? Tu n'as pas étudié... Non, j'ai appliqué au cégep Sainte-Thérèse en musique. OK. Puis quand je suis arrivé pour faire l'audition à la guitare, j'avais appris une toune, je l'avais appris par cœur, mais j'étais pas capable de lire tant que ça. Je lisais un peu au piano, mais vraiment pas une partition live, let's go. Puis j'ai pas été pris. J'ai pas été pris en musique, fait que c'est bien correct. C'était ça. Mais après, est-ce que tu as décidé d'aller étudier en d'autres choses ou finalement Oui, je suis allé en communication au cégep Vanier. Ça, c'était mon introduction à Montréal, d'avoir un appart à peu près quand j'avais 20 ans. Je suis allé à Vanier College. J'étais dans la même année que Pat Watson, puis il y a une couple de personnes de la scène musicale. Que vous étiez tous là en même temps? On était tous en même temps. Eux étaient en musique, Simon Angel. Sarah Pagé était là aussi, il avait Je crois que oui, je la connaissais pas par exemple. Puis, moi, j'étais pas en musique, j'étais en communication. Oui, c'est ça. Fait que, je baignais dans un monde de... C'est là que j'ai découvert Wes Anderson. Puis là, le cinéma, je gossais sur Photoshop, il y avait des cours. C'est les premiers Mac là, où tu avais introduction à Photoshop. Puis je pouvais faire les pochettes des démos que j'enregistrais pour la première. C'était, tout était dans tout. C'est cool. Puis là, après, après le cégep, université ou finalement, t'as commencé... Non, t'es allé... Non, parce que dès l'âge de 15 ans, en fait, je jouais dans un resto, dans un bar, dans les après-ski, tout ça. Je jouais 4 soirs semaine. C'était beaucoup d'argent, en fait, pour un jeune homme qui habite chez ses parents, avec un Pagette ou un cellulaire flip phone. Le gaz était pas cher. J'avais pas de dépenses. Puis là, tu es en train de faire des gigs à tous les jours, des fois 2 fois par jour. Je me suis dit, je vais prendre au moins une année faire ça. Ça va très bien. Aussi, hein? C'est juste ça que je voulais faire. Il n'y avait rien d'autre qui me... J'étais vraiment crissement one-track mind, là, mais intense. Là, je ne vivais que pour la musique, puis jouer, puis me faire des sous, m'acheter une nouvelle guitare, jouer, faire mon album. Après ça, on faisait des shows cabaret juste pour rire. Tous nos chums du Nord remplissaient la salle. Fait c'était comme un high de... C'est drôle quand tu viens du Nord, puis là, t'arrives en ville, puis c'est nouveau, puis tout le monde est excité pour toi. Ton village est excité pour toi. Ah ouais, c'est cool. Puis là, tu débarques des salles, puis tu sell out. Puis les gens sont craqués, puis je l'apprécie maintenant. Je réalise à quel point j'étais chanceux d'être entouré de gens qui croyaient en moi, puis qui... des amis qui prenaient des billets d'admission, ils m'en prenaient 20, puis ils allaient vendre ça à job à leur chum, qui venez-vous-en, c'est jeudi prochain, il y a un show. Puis, fait que c'était comme le community, puis c'est quelque chose qui... aujourd'hui, j'oserais jamais demander à quelqu'un OK, tu peux-tu vendre des billets pour moi? Non, j'avoue. Dans le temps, j'avais même pas à le demander, ça se faisait tout seul. L'autre époque, hein? J'étais très, très, très chanceux, puis bien entouré. Puis je pense que je l'ai pas
apprécié à l'époque, je l'apprécie plus maintenant. J'étais trop dans ma tête, puis j'étais trop... dans l'action. Dans l'action, puis il me disait, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Puis Aujourd'hui, ça. Non, c'est ça. Après ça, tu sais, il y a eu des événements qui ont fait en sorte que, tu sais, juste de signer un contrat de disque, tu sais, c'est tout ça qui a mené à ça aussi. Fait mais après ça, tu fais, là, je vais... Tu sais, quand j'ai commencé à faire les premières parties d'Uma en 2007, je pense, là, soudainement, j'avais un nouveau public, puis c'était pas des amis. Tu sais, c'était, OK, il y a des gens qui m'ont vu là, puis que là, ils viennent voir mon show. Des inconnus qui te connaissent. Popolo, puis là, OK, là, c'est là que ça va jouer. Il faut faire une transition. Là. Puis après ça, est venue les signatures de disques, de compagnie de disques, puis de faire ça plus professionnellement, puis être obligé de... Mais toi, c'est avec presque entièrement avec Audiogramme. Non, il y a eu la tribu... Un peu? Non, pas la tribu. Pas du tout. Non, la tribu, ils m'ont aidé beaucoup dans le sens qu'ils m'invitaient à faire des premières parties. J'ai ouvert pour Charlebois au Bataclan. Grâce à Claude. C'était vraiment une époque exceptionnelle. Même à un tel point que j'ai pensé pendant un bout que tu étais avec eux autres. Parce que tout le monde pensait, tu étais avec eux, mais donc toi, tu étais avec Audiogramme. Même pas, non. J'étais avec personne. Okay. Puis j'ai signé avec un petit label à Toronto qui s'appelle Maple Music Recordings, qui est un sous-label de Universal. Okay. Qui avait Martha Wainwright d'ailleurs, David Usher, il y avait Sam Roberts qui était là-dessus au début. Puis c'est ça, le general manager, en français, le boss. Le boss de Maple Music Recordings. Monsieur Alan Reed, c'est un très chic type qui est aujourd'hui président des Junos. Puis lui était tombé en amour avec Love Shit, l'album qui était fini, mais on l'avait pas sorti ou signé. Encore là, je prenais mon temps, je voulais pas juste le sortir puis le vendre à mes amis, je voulais comme être représenté. Puis lui, il dit, écoute, je sais pas comment on va marketer cet album-là, tu sais, c'est pas un album avec des hits nécessairement, mais je peux pas passer à côté de ce disque-là. Il était complètement en amour. Wow. Il nous invitait à Toronto, les soupers, les matchs de hockey, tout le kit, là, la grosse sauce. Puis il a pris une décision, il a dit, bon, on va le faire, on va sortir ce disque-là. Puis en parallèle, Audiogramme était très intéressé aussi par l'album. On a décidé d'aller avec Universal Maple Music. Par contre, on a fait les éditions avec la compagnie chez Audiogramme, Éditorial Avenue, parce que j'avais envie de travailler avec les deux. Dans le fond, je me disais, eux connaissent le Canada anglais, mais Audiogramme connaît le Québec, puis je viens du Québec. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça prend quand même... Audiogramme vont faire un meilleur travail sur le terrain ici que Maple Music pourrait faire. C'est sûr, absolument. J'essayais de trouver une façon de fusionner ça, puis c'était réussi. À ce jour, c'est l'album qui a eu le plus de succès. Puis après ça, j'ai fait un autre disque pour Maple Music, et ensuite, l'album d'après, c'était en français. Puis là, j'ai présenté ça à Audiogramme. Ce qui était une bonne idée. C'était une parfaite idée d'aller vers eux. Je veux dire, avec tout le réseau francophone qu'eux, ils couvrent, ils connaissent quand même bien les diffuseurs, les salles, tout ça. Donc, c'était avantageux. Là, avec la sortie du disque, est-ce que tu planifies, avec ce nouveau disque-là, une petite tournée, un petit quelque chose? Oui. Oui. En fait, je joue le 3 novembre, je crois, à Lavaltrie. Il y a une église à Lavaltrie. Je vais faire mon spectacle là. C'est le seul cette année. Il y a le lancement au ministère, bien sûr, le 4 octobre. Mais sinon, ça commence au mois de janvier prochain, plus avril même, je dirais. Il y a une couple de dates en début d'année qu'on va annoncer. C'est imminent, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent ça avec un communiqué de presse. Mais les dates rentrent, puis on accepte pas mal tout. Là. On est super content de jouer. Puis la team, ça va de quoi cette fois-ci sur scène avec toi? Vous allez être petit band? Moi, je dis tout le temps on, mais c'est sûr que des fois, je vais être tout seul. Des fois, je vais être en duo avec David Laflèche, en fait, qui m'accompagne, puis qui est Je me suis monté un band dans le Nord, en fait, c'est David Laflèche à la guitare, Mark DiClaudio au drum, qui est mon drummer qui jouait avec moi à l'époque pour Love Shit, la tournée, qui est un chic type. Puis après, c'est Lisa, je sais Moore, mais non, Lisa Evanicki,
qui est de Mirror Mirror, Blood and Glass. Okay. Bref, elle accompagne. Ça, c'est tout le monde qui habite dans le Nord, ça. Elle habite à Wentworth Nord maintenant avec Morgan Moore, qui est un bassiste exceptionnel des Bar Brothers. Puis sinon, il y a, j'oublie, à la basse, il y a Michael Felber, avec qui j'ai jamais joué, mais qui est le bassiste de Liv Volbeck. Puis lui, il habite à 1 kilomètre de chez nous, sur le lac Notre-Dame. C'est tellement drôle parce que je l'ai rencontré la semaine passée pour la première fois, puis il est arrivé en paddleboard sur mon quai. Puis il était comme, hey, salut. Belle introduction. On s'est ouvert un Lacroix, puis on a jasé pendant 1 heure sur le quai. Mais là, c'est quoi qui se passe là-bas? C'est-tu en train vraiment de devenir une espèce de petite communauté d'artistes qui ont décidé de s'isoler puis de triper dans le Nord? Là? C'est ça qui se passe? C'est ça, c'est une mode de pandémie, cette affaire-là. Non. Ben, vous allez revenir à Montréal. Non, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Mais toi, tu reviendrais à Montréal ou pas? Ben, j'ai encore l'appart à Montréal. Je le sous-loue. Mais j'adore Montréal. Cet appart-là, je peux pas m'en départir. C'est vraiment c'est un petit bijou. Ça fait 17 ans que je suis là. Il est parfaitement situé. Moi, ma copine et moi, en fait, on peut le plus longtemps possible qu'on peut le garder. On aimerait ça le garder. Puis j'adore venir à Montréal. Mais ma résidence principale, maintenant, est dans les Laurentides. Ça va très bien. Puis c'est pas tellement loin. Je l'ai fait ce matin. Puis ça Tes parents sont encore dans ce coin-là? Oui. À Saint-Sauveur et Moore-Knights, respectivement. Ouais, c'est parfait pour vous autres. Donc, tout le monde qui est proche quand c'est besoin d'aide, c'est cool. Ah, there you go. Ben, c'est merveilleux, le Nord. Non, et je t'ai promis que je venais te visiter. Je te le dis, c'est certain. C'est certain, c'est juste qu'en ce moment, c'est crazy. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai remarqué parce que j'ai grandi là-bas, puis là, j'y reviens. Puis quand j'ai grandi là, il y avait un circuit, il y avait beaucoup de bandes de cover, justement. C'était juste ça. Saint-Sauveur, c'était un peu quétaine. Puis il y avait quelque chose de... C'est ça, c'était très Mustang Sally. Puis là, il y a Ian Kelly qui a parti il y a 4-5 ans un festival qui s'appelle Super Folk à Moore Knights. Puis tu vois, il annonce pas la programmation. Fait que les gens achètent des billets, ils font confiance. Puis là, cette année, tu vois, il y avait Franklin Electric, il y avait Kathleen Edwards, qui est une artiste superbe de Toronto. L'année passée, il y avait Martha qui était là, les Bar Brothers. Il y a vraiment une belle programmation, Marie-Pierre Arthur. Fait que il y a comme une confiance qui s'installe. Puis il y a des musiciens qui se greffent à ça. Il fait les troisièmes dimanches du mois, l'été. Maintenant, il y avait un Super Folk Jazz. Fait que là, il invite des bandes jazz performer dans une église s'il pleut. Sinon, c'est extérieur. Il y avait Brad Barr qui est venu faire un set solo il y a 2 mois environ. C'est tellement cool. Comme de quoi qui se passe dans le Nord. Je sais qu'il y a les Volbeck qui habitent là aussi, il me semble, avec sa blonde. Mais c'est ça, c'est qu'à Montréal, on est, mine de rien, puis je suis le premier à le faire, on est tellement tourné vers notre nombril, puis d'être tellement dans l'action de la ville, mais on oublie à quel point il se passe des affaires tellement cool. Et pas si loin que ça, là. Puis il y en a des festivals en ce moment qui pop. J'ai rencontré le drummer la semaine dernière, le drummer des 3 accords. Ouais. Puis il m'a dit que c'était lui qui faisait le festival de la poutine. J'avais aucune idée, mais à Drummondville. Oui, j'ai entendu parler. Il y a un festival de la poutine, puis Phil Brack a parti son fil à la noce, puis il y en a partout, le festif, etc. Puis tant mieux, parce que la musique se porte bien. Ça fait c'est une belle opportunité, c'est ça. Même Sirius, maintenant, est dans le portrait pour le festival à Ian Kelly. Fait que là, ça fait que c'est plus intéressant. Il y a des belles scènes, il y a une belle équipe, puis ça grandit. Là, tantôt, tu as parlé de ta passion de crypto, qui va pas super bien en ce moment. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, puis aussi... Si tu as du cash en ce moment, je te dirais que ça va très bien pour toi parce que tout est à rabais. Tout est très à rabais. NFT, entre autres, dont j'ai pas encore osé acheter là-dedans un jour une œuvre d'art. Je suis bien gros sur les œuvres d'art, puis j'ai failli m'en procurer un de David Cho, mais finalement c'était un flop, son truc. Ah oui. Ouais, j'ai suivi ça, mais c'est encore quelque chose qui me fait... Écoute, à cause de toi, j'en ai tellement parlé à plein de monde dans le milieu de l'art visuel, et même si j'aurais me regardé en voulant dire de quoi tu parles. Ben oui. C'est encore tabou. C'est encore un truc. Il y a je pense qu'il y a une galerie d'art NFT à Montréal. Absolument, je suis allé voir. Ah oui, t'es allé? Ouais, je suis allé voir, j'étais trop curieux. C'était comment? Écoute, comme ça, puis mine de rien, eux, ils se prennent des cotes, évidemment, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Bon, à la limite, je pense que je préfère être indépendant, puis d'aller sur OpenSea, puis trouver mes trucs sur des lieux où est-ce qu'on peut en trouver, mais... Fait qu'eux, ils agissent comme intermédiaires. Intermédiaires. Ouais, donc,
un peu comme comme des maisons d'art où est-ce que tu vas aller acheter de l'argent, eux, ils prennent souvent ils vont prendre 50% de la cote. Donc, c'est un peu... Ben non, c'est pas de même, ça marche. Ça dépend des lieux, là. Ça dépend des coins. Mais il y en a qui des galliéristes, là, je te dirais. Mais donc, c'est un peu un galliériste de NFT qui est un truc très bizarre. Mais, tout ça pour dire, oui, crypto NFT, il y a de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu me caches, que tu as envie de faire ou que tu penses ou que tu songes faire? Parce que je serais pas surpris que tu me dises « Hey, c'est drôle que tu m'en parles, j'ai écrit un film que j'ai envie, mais peut-être pas un film, mais est-ce qu'il y a un petit projet artistique que tu as envie d'essayer ou même peut-être pas nécessairement artistique, quelque chose d'autre? » Non, en fait, il y a tout le on n'a pas vraiment parlé, mais tout le côté... Pendant 1 an et demi, j'ai été immersé de tout ce monde-là. J'ai appris sur le tas un cours d'université de blockchain, puis de crypto, les NFT, tous les protocoles, en fait, d'essayer de comprendre, puis d'expérimenter, puis j'ai une amie à Los Angeles qui a parti son projet musical dans le Web 3, puis elle m'a comme convaincu que c'était... Mais c'est vrai, c'est intéressant parce que... Peux-tu juste me dire, le Web 3, c'est quoi encore? Ben, le Web 3, en fait, c'est un... Tu sais, comme, en fait, le Web 1, c'est l'Internet comme on le connaissait à l'époque où tu sais, t'avais le dial-up modem qui faisait du gros bruit, puis là, t'arrivais avec ton DOS, tu t'écrivais tes choses où tu rentrais sur un serveur, ton username, ton password, puis t'avais accès à quelque chose. Mais c'était avant les pages web. Okay. Le Web 2, c'est tout ce qui est... Ben, en fait, il y avait des pages web, c'est pas vrai. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de partage. Fait que le Web 1, c'est un peu le web où on log in. Mm-hmm. Le Web 2, c'est... Tu deviens le contenu. T'as Instagram, t'as Facebook, t'avais MySpace à l'époque, t'avais Friendster, t'avais comme un endroit où tu te déposais, que tu partageais tes états d'âme, puis tes passions, puis la musique qui te fait triper ou la photo de chat. Puis on vit dans un monde de Web 2 qui est très, très, très développé. Puis maintenant, tu sais, si tu t'avais dit à tout le monde en 93 qu'il allait se servir de l'Internet, c'est quelqu'un qui te demande c'est quoi l'Internet, puis tu répondais, ben là, en ce moment, tu peux envoyer un email, mais un jour, ça va être tes films, tes séries télé, ta méditation, ton compte de banque. C'est tout ça, là. Tout, tu sais, t'as tout. Moi, je suis en train de faire un jeûne en ce moment, puis c'est via le Web 2, c'est sur mon téléphone avec une application. Il y a comme rien que tu sais, mes audiobooks... Quelqu'un en 93 t'aurait dit t'es fou, là, je sais pas de quoi tu parles, là, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop bizarre. Fait que le Web 3, on est un peu là, c'est très early, puis quand tu parles de ça, les gens, quand tu dis que ça va être tout, ben ça va être tout. Mais ça va être un endroit où il y a du ownership aussi. OK. Fait que tu peux avoir une propriété digitale, acheter un terrain. Le Bitcoin, c'est le premier principe du Web 3, si on veut, parce que tu as un nombre fini de quelque chose. En fait, c'est comme si tu avais un terrain, puis là, tu as accès à acheter une parcelle de terrain, une partie, puis il y a un marché de trade, mais il n'y en aura jamais plus, jamais moins. Donc, il y a de la réglementation, comme on pourrait dire. Puis là... Ce qui est intéressant avec les NFT, c'est que c'est immutable, il y a une propriété digitale qui s'impose. Et puis pour la musique, comme qui se passe en même temps pour la photo et les arts visuels, il y a un mec en Californie qui s'appelle Domino qui a parti son projet, il n'était pas très connu. Okay. Il a parti un projet Web 3. Ce qui veut dire, c'est qu'il a ouvert un serveur Discord pour les gens qui étaient intéressés, où les gens se rejoignaient pour chatter, pour contribuer à sa carrière de manière... Lui avait choisi une blockchain, j'imagine que c'était Ethereum, où il a tokenisé sa musique. Et puis les gens pouvaient acheter des parcelles de sa musique comme investisseurs et comme sentir... Comme si tu découvres un band aujourd'hui puis tu te dis, ben moi, la chanson qu'ils viennent de jouer, elle m'appartient à 20%. C'est prouvé dans mon digital wallet, et puis en échange, j'ai accès à des meet and greet, j'ai accès à chaque, mettons qu'ils sortent le prochain album, ils vont faire 10 copies en or, puis moi je vais en avoir un. Tu sais, je dis n'importe quoi. Là, non, mais je comprends ce que tu dis. C'est un peu comme
un club. Ouais. Puis tout ça peut se faire sans corruption via le Web3 parce que tout est vérifiable et tout est... fait que ce mec Domino qui habite à Los Angeles, il a été featured dans le Time Magazine parce qu'il parle de sa carrière où il a sorti un album, puis contrairement à beaucoup d'artistes aux États-Unis, sans être connu, il a fait environ 150 000 $ parce qu'il y a des gens excités d'investir dans sa carrière juste parce que c'est Web3. Je veux dire, sa musique est bonne aussi, là, mais c'est au-delà de ça. Là, mais lui, c'est parce que c'est un peu comme un pionnier de ça. Puis il y en a d'autres artistes aussi qui ont commencé, contrairement à essayer d'aller chercher des nombres fous de following, puis dire, OK, parce qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui, là, l'industrie musicale, c'est t'as combien de followers sur Instagram, sur TikTok, sur puis ça, alors que lui, il avait 70 personnes dans son clan, puis il a bâti son projet avec cette petite communauté-là sur Discord, puis c'était vérifiable, ils pouvaient voir le contenu, en fait, les gens, ce qu'ils ownaient. Fait que là, il y avait un tel Ted 2286 qui est un fan de cet artiste, puis que lui a décidé, ben moi j'achète un NFT de ta musique, que j'ai pas étudié la chose, je sais pas comment ça voulait dire quoi, mais j'imagine que, mettons, il s'est dit, il y a la bande maîtresse, peut-être qu'il y a un 20% que je divise en 10, puis que je tokenise. Fait que ces gens-là ont un intérêt. Tu sais, si toi t'es dans une salle de spectacle, puis tu vois PJ Harvey la première fois, puis quand il était plus jeune, puis tu te dis, mais moi j'investis, j'aime cet artiste-là, c'est débile, c'est sûr ça va popper. Puis il y a la possibilité d'acheter un NFT de cette chanson-là qui est son single, qui est divisé en 20, puis moi j'en ai un 5%, puis je sais pas ce que ça va donner, mais à un moment donné, cette tune-là est placée dans une annonce de Coke, puis pour le reste de ses jours, la personne qui a osé investir dans l'artiste qu'elle aimait va recevoir des redevances sans qu'il y ait d'intermédiaire. Puis c'est ça la beauté, en fait, des possibilités de la blockchain. Je pense pas que je le vulgarise assez bien, mais tout ça, pour répondre à ta question, que j'ai vu quelques artistes faire, puis j'avoue qu'il y a comme quelque chose en moi qui a envie de starter un side project en Web3, peut-être faire de la musique instrumentale, puis essayer. C'est juste tester, voir ce que ça donne. J'ai fait plein de contacts dans la dernière année et demie à travers Twitter, puis le Web3, les NFT, la crypto. J'ai des amis à Seattle, à Los Angeles, à San Diego. Comme en Espagne, je suis en contact avec Ricardo Cavallo, qui est l'artiste qui a fait la pochette de K-Tranada, lui, il s'est lancé en NFT, il fait des œuvres formidables. Son gérant, c'est le président de Mural ici à Montréal, André, que je salue d'ailleurs, qui est un homme exceptionnel. Et puis, c'est des gens que j'aurais pas rencontrés si c'était pas de ce monde-là. Drôle, hein? Puis c'était juste... c'est ça, c'était une année et demie très, très, très enrichissante, en fait. Chargée. Ouais, chargée, enrichissante. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un cours universitaire dans ce monde-là. C'est incroyable. Parce que cool. L'affaire, c'est que ça englobe l'art, la technologie, l'innovation, la finance, tout en un. Ouais. C'est un monde... C'est comme un peu le running gag, là. Les gens qui parlent d'NFT puis de crypto, ils se ferment pas à gueule. C'est comme can't shut up about it. Fait que il y a définitivement quelque chose qui est fascinant. On a l'air un peu fou, mais j'ai vraiment confiance qu'un jour, pas trop lointain, tout le monde qui écoute ce podcast en ce moment vont acheter un billet du Canadien de Montréal en NFT ou un billet de spectacle. Ça va être avec le Digital Wallet, avec la crypto. Puis il n'y aura plus de problèmes de scalper, il n'y aura plus de fraude, de billets, d'œuvres d'art. Il y a plein de choses qui se peuvent avec ça. Non, mais moi, je te crois, en tout cas. Ça, c'est certain. Quand est-ce c'est ça. On verra. C'est exactement comme si quelqu'un, encore une fois, en 93, te parlait du protocole SMTP, ça va révolutionner, tu n'auras plus à envoyer par la poste des cartes postales. Je me disais, hey, t'es bien fou, toi, avec ton email, SMTP, je sais pas quoi, c'est bizarre. Mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Il y a des gens, il y a beaucoup d'argent, il y a des chevaux dans la course pour c'est quel protocole qui va devenir celui pour la vente de billets, pour la musique, pour les... Oui, quel protocole qui va gagner, finalement. Exactement. Littéralement. Là, exactement. Écoute, l'ami, on est rendu à la prescription.
Et on est de retour. Alors, l'ami, vas-y, shoot. Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, qu'est-ce que... Je te dirais, la première prescription, je vais y aller avec un ami qui s'appelle Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste. Une de mes passions, c'est le stand-up. Puis j'ai vu que tu es allé voir Tom Segura récemment. C'était fou. J'adore Tom Segura, j'adore le stand-up, Ali Wong, Dave Chappelle, you name it. Là, je suis vraiment un grand fan de stand-up. Puis, je dirais qu'au Québec, il n'y a rien qui se fait mieux que Adib Al-Khalidé. Okay. Je suis allé voir son show qui va continuer de faire, qui s'appelle Tabarnak, Québécois Tabarnak. Je ne l'ai pas vu encore, j'ai très hâte. Et puis, on est allé, c'est la dernière date que j'ai eue avec ma blonde avant qu'elle donne naissance à mon fiston. Et puis, pour vrai, à ce jour, il y a des bits dans ce show-là qui restent, qui m'ont marqué. Puis c'est le fun quand tu peux dire ça d'un ami, tu sais, c'est pas juste pour être poli. Pour de vrai, c'est de la bombe. J'ai envie que tout le monde voit ce show-là. Ça me touche, en fait, quand Adib fait du stand-up. Je trouve c'est un gars brillant, sensible, explosif. Puis si je peux... Contagieux, cette énergie-là qu'il y a. Ouais, puis comme humain aussi, tu sais, j'ai la chance lui aussi, je l'ai embarqué dans le bain des NFT. Là, c'est vraiment un tripeux. Je dirais que l'élève a dépassé le maître, même. Et puis, c'est vraiment une personne à découvrir, autant en spectacle qu'en personne. C'est un très grand humain. Cool, excellent. Ouais. Son show qui, de toute façon, je sais, il va t'annoncer, il part en tournée un peu partout. Il l'a déjà rodé pas mal. Puis j'ai très, très hâte. Cool, parfait. D'autres choses? Ouais, j'ai choisi un film. OK. On n'écoute plus beaucoup de films dans la vie. On dirait qu'on binge-watch des séries. On est sur Ozark en ce moment, mais c'est pas de Ozark que je veux parler. Je dirais le film Licorice Pizza. Oh yes. De Paul Thomas Anderson. Ah, je suis content que tu le nommes. C'est bon, ça. Qui nous a donné les films Boogie Nights, Punch Drunk Love, qui est un de mes films préférés à vie. There Will Be Blood, Inherent Vice. Licorice Pizza, moi, en tout cas, je l'ai vu et j'ai adoré le film. Cependant, moi, c'était la scène d'ouverture que n'importe qui va commencer va voir ça. Je pense que je l'ai écouté 10 fois parce que je tripais tellement fort à voir le fils de Philip Seymour Hoffman qui est comme dans ses premiers rôles, qui va dans c'est juste une espèce de plan séquence de séduction, littéralement, d'un jeune garçon envers une fille plus vieille qui essaie de la convaincre de quelque chose. Et c'est tellement beau. C'est tellement touchant. Et là, déjà, moi, j'étais ensorcelé, par ce film-là. J'ai adoré ce film-là. Puis c'est dans les bons derniers, là. Ouais, puis ça fait du bien de voir... tu sais, ça me fait penser un peu à la même façon que Wes Anderson. Il va faire des films que c'est très heady, comme on dit en anglais. Il y a du stock. Puis j'étais tellement occupé à regarder des images que j'ai pas suivi le film. En fait, je sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais mon Dieu que c'est beau. Puis après ça, il va revenir avec un film plus simple, tu sais, avec un Moonrise Kingdom. Puis là, j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson arrive avec ce film-là de teenage, qui avec des personnages très colorés. C'est juste un film nostalgique, feel good, fait d'un, je veux dire, c'est Paul Thomas Anderson, c'est un maître du cinéma. Et puis j'ai l'impression, même en l'écoutant sur un laptop, j'avais l'impression d'être au cinéma puis que c'était important. De la même façon qu'un Tarantino, un Sofia Coppola. C'est un événement d'écouter un film de P.T. Anderson. Ah non, j'ai trippé autant que toi. Quelle surprise, une des chanteuses, les sœurs Haim, la personnage principale. J'ai un coup de cœur. J'ai déjà vu en spectacle Haim à Osheaga. Et puis, j'ai pas remarqué à quel point cette femme est belle, charismatique. Je sais pas, elle est comme joyful. Elle a tellement de personnalité forte. Puis dans le film, ça transcende. Pour ceux qui connaissent pas le Ben Haim, aussi à découvrir, parce que c'est un très bon band. Et parfait pour le cinéma. Puis t'aurais-tu un dernier truc à nous partager? Ben, je pourrais continuer de partager des trucs à l'infini. Là, c'est le moment où je sais pas si ça va être très populaire, mais n'importe quoi.
en fait, de Douglas Murray. En entrevue, particulièrement son dernière entrevue à Lex Fridman. Que tu m'as fait écouter et que j'ai adoré. Puis que j'avais peur. Je t'avoue, j'avais peur de tu sais, je le partage pas avec tout le monde, je le partage avec des gens. Je me dis, OK, je pense que lui va être assez nuancé puis brillant. Faut avoir de la répartie aussi quand on écoute ça. Faut faire attention. C'est un personnage. Là. Fait que Douglas Murray, c'est un auteur, un journaliste, un British homosexuel, conservateur, avec un intellect et un vocabulaire tellement aiguisé, posé, au ralenti. Son débit, en fait, lorsqu'on lit un de ses livres, puis son livre The Madness of Crowds, moi, c'était mon coup de cœur de 2021, ça m'a complètement chaviré, ça m'a poussé dans les directions, ça m'a challengé sur mes convictions, sur des choses que je pensais, que je croyais, puis ça vaut vraiment la peine de faire le audiobook en parallèle parce que son delivery, en fait, on parle de stand-up, puis de film, puis d'humoriste ou de comédien ou d'acteur, en fait, la blague a beau être bonne, mais si elle n'est pas entre les mains du bon humoriste, elle passe pas. T'sais, moi, je suis pas capable de raconter une joke pour Saint-Saëns. Mm-hmm. Ceci étant dit, Douglas Murray est capable de faire la narration de son bouquin. On dirait le méchant dans un film de James Bond. Là, je l'ai partagé avec une de mes amies, Carla, qui est comédienne, puis elle m'a envoyé une capture d'écran, elle dit « OK, je suis en train de faire l'audiobook de Douglas Murray. » Puis elle dit « Oh mon Dieu, sa voix dans les basses. » Dans les basses fréquences, j'ai jamais entendu une voix comme ça. Il y a comme... C'est vraiment comme un serpent qui est en train d'entourer sa proie là, tranquillement, puis qui va complètement démanteler des philosophies, des doctrines, des genre un gros mass delusion en ce moment, là, d'un délire politiquement. Je veux pas trop embarquer là-dedans parce qu'on dirait que c'est dangereux de ce temps-ci, mais Douglas Murray, que tu sois d'accord avec lui ou non, je trouve qu'il vaut vraiment la peine de découvrir. Oui. Mais non, je t'avoue, il y a bien du stock que je n'étais pas d'accord non plus, mais peu importe, on s'en fout de ça. L'affaire, c'est le propos, c'est l'articulation. Puis lui, il a la brillante idée aussi de jamais rire. Il ne rit jamais. Même, puis avec Lex Fridman, c'est une conversation ouverte comme en ce moment. Puis des fois, tu vas dire de quoi, tu bafouilles tout ça, puis lui reste d'un calme et encore, quand il plonge encore plus loin dans une idée, littéralement, là, son niveau de voix se baisse, et puis ça va dans les coins. Et là, tu te sens, écoute, et comme tu dis, le propos t'encercle. C'est quelque chose de vraiment unique que j'ai jamais entendu vocalement là, dans une entrevue. Puis quand il parle de, tu sais, il va parler, mettons, c'est un peu la guerre de qui a été le plus opprimé en ce moment, puis tout ça. Puis il va parler du propos, il va le décortiquer, puis à la fin, il va juste baisser la voix, comme tu dis, puis This is very dangerous territory if we want to play that game. Oh my God! C'est un show. C'est un show aussi. C'est un spectacle. T'sais. Puis là, je suis en train de lire son livre The War on the West, puis The Madness of Crowds. J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre-là. Parfait. Voilà, c'est ma prescription. Super, j'adore. Hey, merci beaucoup d'être venu en ville, comme on dirait. Yes. Puis je te souhaite un bon retour. Puis tout le monde, allez écouter le nouveau disque qui sort, qui est déjà sorti, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Sur ce, fais attention à toi. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.